Dans quelques minutes, nous allons entrer dans la zone où se sont déroulés les combats. Nous roulons vers Diabali, à 400 km au nord de Bamako, une ville que les islamistes avaient conquise il y a 2 semaines. Les rebelles du désert viennent de fuir sous les coups de l'aviation française. Après 16 jours d'une guerre sans images, vous allez donc découvrir ici les traces de la guerre. Dès l'entrée de la ville, de la tôle calcinée. Ce sont les pick-up, les camionnettes des combattants islamistes. Voici un des terrains, avec ses baraquements, où avant sa défaite, l'armée malienne s'était installée. Ici, c'est les camps militaires. Ouais. L'homme qui nous fait la visite, Alpha Traoré, raconte qu'en moins d'une heure, le 14 janvier dernier, les soldats maliens ont été mis en déroute par les combattants islamistes. Ça, c'est les affaires des militaires. Lorsque les islamistes sont rentrés, donc ils ont pillé partout pour mettre les affaires dehors, quoi. C'est un peu ça, quoi. Comment ça s'est passé en fait? Bon, ça s'est passé vers le lundi passé, vers 8h, 9h, ils sont arrivés à Diabali. Lorsqu'ils sont arrivés, donc ils ont pillé partout, ils ont tiré partout, et donc les militaires ont déposé les armes. Un camp militaire et une ville prise par des guerriers du Sahel, lourdement armés. Une coalition hétéroclite. Il y avait même un ancien officier en poste à Diabali, passé à l'ennemi il y a plusieurs mois. Un natif de Diabali même dedans. Donc il y avait un ancien commandant de Diabali qui était parmi et avec 16 de ses membres du MNLA. Il y avait Moujaou ici, Lansardine, les MNLA. Ils étaient un peu mélangés, quoi. Des indépendantistes touaregs, issus du mouvement de libération MNLA. Des islamistes touaregs de Ansardine ou maliens du Moudjahou, avec des combattants arabes. Jusqu'à l'arrivée des avions français. Ça, c'est la photo bombardement. La nuit du mardi soir, donc au mercredi, donc l'armée française a bombardé ici. À ce moment, les islamistes étaient ici. Donc, il a persuadé que les islamistes étaient là. Directement, il a bombardé à partir de 22h à 23h comme ça. Donc, il a bombardé. C'est comme ça. Les frappes ce jour-là ont fait 13 morts. Et c'est Alpha Traoré, avec quelques voisins, qui a aidé à les enterrer. Ici, c'est la grande cimetière de Diabali. Ça, c'est des tombes. Lorsque les islamistes sont venus, donc on les a aidés à enterrer 13 morts parmi eux. Donc il y avait 3 noirs dedans. Donc les noirs sont ici. Les autres étaient des arabes, des morts, donc, et ils avaient des peaux blanches. En général, les combattants à la peau claire sont les islamistes d'Al-Qaïda. Juste à côté, un cadavre oublié, caché par les branchages. Les combattants venus du désert se sont donc battus pour contrôler cette petite ville. Une cité poussiéreuse qui n'a l'air de rien, mais qui se révèle stratégique. La région est irriguée. Ici, on produit du riz pour la capitale. Modibo Sangaré est paysan. Il a 30 ans. L'aviation a bombardé pendant 5 jours. On a vraiment pensé que c'était la fin de notre vie. On est resté terrés chez nous, à la maison. Comme ses voisins, Modibo Sangaré a vécu environ 1 semaine sous la coupe des rebelles. Ils avaient amené avec eux un islam rigoriste et la guerre. 5 ou 6 combattants se sont imposés chez lui. Ils étaient postés là et ils tiraient.
De l'autre côté, il y avait l'armée malienne qui parfois ripostait. Et nous, on se cachait et on les regardait tirer. Pendant que ça tirait, moi j'étais là avec mon enfant. Et puis à un moment, les combattants ont décidé d'aller investir le camp où étaient basés les militaires. Et ils sont partis. Moi je suis resté ici. Sa famille, depuis, vit au milieu des douilles de munitions antiaériennes. Les islamistes ont laissé ça. Ils tiraient sur l'aviation française quand elle faisait des repérages. Vers les hélicoptères, oui. Oui. C'est tout le quartier qui a vécu au rythme des combats. Alors dans cette rue, il y avait à la fois une mitrailleuse et un lance-roquettes. Ici, il y avait la mitrailleuse. Et là, il y avait le tireur avec le lance-roquettes. Et là-bas, dans le hameau en face, il y avait l'armée malienne qui leur tirait dessus. Aujourd'hui, Diabali libéré ressemble à une cité qui revit. Ceux qui n'étaient pas cachés chez eux pendant les combats ont tenté de fuir la ville. Diarra a 4 enfants. Elle vit ici avec toute sa famille. Je suis allée me réfugier dans les rizières là-bas. On est resté 4 jours. On avait amené de la nourriture et on l'a partagée entre voisins. Et à la fin, il n'y en avait plus. Quand on a appris que l'armée française était en route, on a été rassurés. Car après les frappes aériennes, les premières unités françaises sont arrivées à Diabali. Après les forces spéciales, aujourd'hui invisibles, ce sont les premières unités conventionnelles qui s'installent. Aux côtés des Maliens, ils ont repris le contrôle de la ville. Et ce n'est pas terminé. D'autres renforts beaucoup plus nombreux, tout juste arrivés à Bamako, vont prendre la route pour les rejoindre. Nous allons les accompagner. À l'aube, à l'entrée de l'aéroport militaire de Bamako, la machine de guerre française se met en marche. Rock, à mon avis, vous pouvez reculer parce que derrière, il va y avoir des VAB, il va y avoir encore plein de véhicules. Là, tout le TC2. Le capitaine Hugues va prendre la tête de ce convoi. La section, vous pouvez avancer encore au moins de 100 mètres, je pense, là. 100 mètres ? Ouais, vous pouvez avancer encore. Une vingtaine de blindés et de camions. Une soixantaine de soldats. Ils vont remonter vers Diabali pour apporter du renfort à leurs camarades déjà sur place. Suivez, on va faire. On sera ensemble. Avant le départ, consigne de vigilance. Mettez-vous juste à côté, les gars. La route s'annonce relativement sûre, mais les djihadistes ne seraient jamais bien loin. Ils espionneraient les déplacements de l'armée. Hier, il a été détecté, je ne sais pas si vos chefs de peloton l'ont dit, une mobilette avec un mec dessus qui, en voyant passer un convoi, a fait demi-tour. Et avec le vent, sa djellaba s'est levée, il y avait une AK-47 dans son dos. D'accord ? Donc soyez méfiants. Ensemble, à disposition des chefs de section, chefs de peloton. Allez, repos, et on 3 repos. Okay. Le jour s'est levé. Le convoi s'éloigne de Bamako à 40 km/h. Dans ce cortège d'acier, la plupart des hommes sont issus de la force Licorne, basée en Côte d'Ivoire. Ils ont l'habitude de l'Afrique, comme le sergent-chef Ben, 10 ans de service. Depuis l'arrière du blindé, il fait la police de la route pour assurer la sécurité du convoi. Tout véhicule qui s'imbrique dans une rame de convoi, d'un convoi militaire présente un danger potentiel. Donc il faut surveiller ce véhicule avec attention. Là, je lui donne l'ordre de le dépasser. C'est quoi les risques ? Les risques sont qu'un véhicule truffé d'explosifs vienne se faire exploser à côté de nous, tout simplement. Donc faire attention où met.
Sur le long trajet vers Diabali, plus de 400 km, aucun signe apparent de menace ou d'hostilité. Bien au contraire. À chaque arrêt, les habitants viennent échanger quelques mots. Une armée en campagne, ça fait marcher le commerce. Une comme ça, coca frais. Du coca. Coca. Ouais, frais. Ouais, il y en a. Une cagette. Ouais, il y en a. Donne. C'est important les relations avec la population? Oui, très. Et tu as le pain petit, le pain, 22 pains. Et puis il y a un échange, il y a une relation de confiance qui s'instaure. Justement, ils n'ont pas l'habitude de nous voir, ils ne nous voient jamais. Justement, le fait de commercer avec nous, il y a déjà une relation qui s'instaure entre eux et nous, un dialogue. Et ça, c'est important. Ce soir, après 12 heures de route dans des paysages magnifiques, les militaires n'iront pas jusqu'à Diabali. On fait quoi mon adjudant? Derrière le 7. Ok, vas-y, recule. On va derrière le 7. Ils font halte dans un camp de l'armée malienne et s'apprêtent à passer la nuit sous la tente. Eh ben dis donc. Tiens, tu veux peser? C'est un peu comme au camping, mais avec un fusil d'assaut. Oui. Un petit peu de musique. Pointer Sisters. I'm so excited. J'étais en train de la chanter tout à l'heure. Pour l'instant, ces soldats n'affrontent pas directement les islamistes. Ils progressent, toujours plus vers le nord, où se déroulent les bombardements aériens. Côte d'Ivoire, Senza, toi et moi, New York. Il y a toujours de l'appréhension, mais par rapport au combat, donc, je pense qu'on est serein, parce qu'il y a quand même pas mal de moyens qui sont mis en œuvre ici. Donc pour nous, le combat, je pense que ça sera secondaire, si on peut dire. Pourtant, ils ne s'attendaient pas à se retrouver là si vite. Ces hommes, basés en Côte d'Ivoire, devaient rentrer en France dans quelques semaines. Le conflit en a décidé autrement. Nos familles, elles sont loin de nous, elles sont seules en France, hein, c'est bête à dire, mais je pense que le plus gros travail, c'est elles qui le font. C'est nos familles en France qui nous attendent, qui ne savent pas, là, on est en Côte d'Ivoire, tout se passait bien. On est au Mali où même nous, militaires, on ne sait pas ce qui va se passer. Et elles se font énormément de soucis pour nous, quoi. C'est légitime, quoi. Et du coup, elles ont un plus gros boulot à faire sur le moral que nous, quoi, largement. Et vous savez quand est-ce que vous allez rentrer? C'est une bonne question, ça. Le premier, dès que je le sais, je vous le dis. Non, dès que je le sais, je vous en ferai part. Premier. Pour l'instant, on ne sait pas. On le sait pas. On est là. Pendant que ces renforts montent vers le nord, les avions aux frontières du désert poursuivent leurs frappes. Pour la première fois ce vendredi, l'armée a rendu public des images de tir. Les premières dans cette guerre, il n'y a pas de son. Ici, c'était selon les militaires, un camion lance-roquettes volé par les islamistes à l'armée malienne. Là, en haut à droite de l'écran, un tir sur 2 pick-up, effectué par un hélicoptère. Les Français et les Maliens ont repris le contrôle de la ville de Konna. Ces zones, loin dans le nord-est, sont toujours interdites à la plupart des journalistes. Seuls les correspondants de la télé malienne parviennent pour l'instant à s'y rendre. Voici leurs images, tournées le jour de la libération. Juste après, c'est l'état-major malien qui, devant les caméras, évalue l'importance de l'arsenal abandonné par les djihadistes. Des rangées de pick-up, des véhicules sales pleins de terre parce qu'ils étaient couverts de verdure. Ça, c'est leur technique de camouflage pour pouvoir échapper à l'observation des avions. S'ils camouflent les véhicules comme ça, ils mettent des feuillages dessus pour que les avions en passant ne puissent pas faire attention à ces véhicules.
Un drapeau du mouvement islamiste Touareg en sardine. Un Coran sur un pare-choc. Une carte d'identité d'un Malien islamiste présumé. Et surtout la confirmation que les rebelles sont mieux armés que ce que beaucoup imaginaient. Ici, on a deux véhicules en fait, deux véhicules équipés de Zou-23. Donc ça, c'est des projectiles de Zou-23. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est des armes de la défense antiaérienne en réalité. Mais ils les utilisent contre l'armée de terre, c'est-à-dire contre nous, sur nos véhicules et sur nos engins. Il y a même des tasses, voilà, il y a même des plats pour les nourritures. Il y a des gens qui sont partis laisser leurs chaussures. Voilà, généralement en bon bambara, comme on le dit, ils sont devant moi. Si tu pars en laissant ta chaussure, c'est que tu as le feu aux fesses, dit en substance ce proverbe. Des armes qui tirent jusqu'à des kilomètres. Mais ces airs de victoire trop faciles s'accompagnent déjà d'accusations d'exaction. Donc c'est des armes. Sur les bords du fleuve Niger, circulent des récits qui mettent en cause l'armée malienne. Dans les faubourgs de la ville de Mopti, à Sévaré, 3 hommes à la peau claire auraient été tués et jetés dans ce puits par des militaires. 3 hommes accusés à tort ou à raison d'être des combattants islamistes. C'était il y a 2 semaines, au moment où les rebelles n'étaient qu'à 50 km. Plusieurs témoins racontent la même histoire. Un seul accepte de s'exprimer. Bon, ils ont dit qu'ils sont des rebelles. Ils ont contrôlé leurs pièces et puis ils sont partis comme ça. Et ensuite, ils les ont amenés vers le puits? Non, ils ont amené ça à la brigade d'abord, à la gendarmerie, pour faire les recherches. Ils ont tué là-bas, à côté du puits là-bas, avec des fusils et des couteaux. C'était ça, quoi. Ce triple meurtre présumé a aussi été répertorié par la Fédération des droits de l'homme. Plusieurs cas ont été signalés dans un contexte où une partie de la population déteste les combattants d'origine arabe. Sur la route de Diabali, après une nuit de sommeil, les hommes du capitaine Hugues se préparent à repartir. 10 minutes, formation de la rame. Vous avez le programme de la journée alors? Juste départ pour Diabali, et ensuite prise de contact et après on verra. Petit déjeuner. En quelques minutes, le camp est replié. La routine pour ces soldats, ils ne laissent quasiment aucune trace de leur passage. La colonne remonte ainsi vers le nord. Par-delà le fleuve Niger et vers la frontière mauritanienne. 3 heures plus tard, elle vient donc renforcer les troupes déjà présentes à Diabali. Les Français sont donc très nombreux dans cette ville déjà pacifiée. Un moment de pause pour les soldats. Cela fait aussi partie de la guerre. C'est des phases d'accélération et des phases d'attente. Parce que voilà, on doit être en mesure de partir très très vite pour accomplir la mission. Et puis après, souvent, on attend la suite des ordres. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus n'importe comment. Donc ça nécessite de réfléchir avant de partir. Donc c'est des phases d'accélération, des phases de ralentissement. C'est toujours frustrant. De toute façon, tant qu'on n'est pas dans l'action, c'est toujours un peu frustrant. Après, voilà, vous pouvez le voir ici, tout le monde est dans une phase d'attente. Donc il n'y a pas de jalousie, etc. Quand on partira tous ensemble. Et puis voilà. Au même moment, les militaires maliens qui viennent d'arriver avec les Français retrouvent l'endroit qu'ils occupaient avant d'être chassés par les islamistes. Des soldats qui reviennent errer sur les lieux de leur défaite. Depuis, l'endroit a été bombardé par les forces françaises. Vous avez récupéré quelque chose? Bon, il y a les bancos. C'est un autre logement comme ça? C'est mes habits comme ça? Bâtiment comme ça. C'était à vous ça? Oui, non, on était logés ici. Ici, c'est les PC quoi. Et ça, c'est vos habits?
Ouais, ça c'est mes habits. Vous les avez retrouvés où? Dans ma chambre. C'est tout ça là. Ici, c'est notre chambre. C'est notre chambre ici. On dormait ici. Ils ont été vaincus tellement vite par les djihadistes qu'ils n'ont eu le temps de rien emporter. Ça c'est mon livre comme ça. On était 3 ici. Le caporal était au milieu, le chef en chef était là. Et moi j'étais à côté ici. Des choses à vous, encore en dessous là sous Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Les livres que vous voyez, on avait nos sacs à dos et consoles, hein, les outils militaires, là, il y en a plein ici. Même l'argent, il y a l'argent là-dedans. Même on a l'argent là-dedans. Hein? Dieu merci. Nous, on est sortis, Dieu merci. Les restes là, quand on est la vue là, ça c'est tout arrangé. Sur un lavabo, comme un symbole, une lettre à ses troupes, signée du chef d'état-major de l'armée de terre. Leur seul petit goût de victoire pour ces soldats est de s'apercevoir que des rebelles ont été blessés au point d'installer un hôpital de campagne au sens propre. Les perfusions sont accrochées à des bouts de bois. Ouais, la manière ils traitent leurs blessés, les sérums et ainsi de suite. Ça c'est quoi? C'est un sérum pour les malades. C'est quoi? Compresse. Invérifiable, il y aurait eu à Diabali une 50aine de rebelles tués. Les autres se sont repliés encore plus au nord. C'est dans cette direction que la colonne de militaires français devait repartir. Elle suit la progression des troupes d'avant-garde qui, petit à petit, semblent repousser les djihadistes. À Bamako, beaucoup attendent avec impatience la libération du nord du pays. Surtout lorsqu'ils ont tout perdu avec l'arrivée des djihadistes. Souleymane et son frère sont des déplacés. Ils ont fui leur ville de Gao pour se réfugier à la capitale. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale. Ils sont fans de foot et l'équipe du Mali affronte le Niger en Coupe d'Afrique des Nations. Si on ne gagne pas même, vraiment, c'est pas bien quoi. Nous on veut quelque chose qui nous met le chaud au cœur là maintenant. Là. Pour nous encourager, même les militaires s'ils ont appris qu'on a gagné là. Ouais, ça va être plaisir quoi. À Bamako, on suit le match au grain. Un coin de rue où se retrouvent les gens du quartier. Bien en place et impressionnant. Ça c'est un but. Ça c'est Regarde, il a levé notre but. Lui, il est parti à lever même. Mais c'était dedans. À la nuit tombée, l'espoir d'une victoire malienne grandit. Les aigles prennent le dessus sur les Nigériens jusqu'au but libérateur. un petit peu de l'intérieur du pied droit alors qu'il... Victoire 1-0 pour le Mali. Quelques instants de joie en plein conflit. Vraiment, c'est très important parce que maintenant, ça nous permet d'oublier un peu les soucis qu'on avait. Quoi. Ça nous permet un peu de nous éclater des joies quoi, parce que c'est l'affaire du pays. Donc vraiment, tout le monde est uni dedans. Quoi. Voilà, ça nous arrange. C'est notre fête. Allez, Mali, les aigles ou bien? Ouais. Voilà. Allez les aigles. Allez les aigles. Pour l'instant, malgré une défaite jeudi dernier, le Mali reste qualifié pour les quarts de finale. Souleymane et son frère attendent surtout, comme les 50 000 déplacés de Bamako, de pouvoir rentrer chez eux quand les combats seront terminés.